Technologie, science, algorithme, simulation, informatique. Technologie. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le 103e épisode du podcast Interstice. Depuis plusieurs années maintenant, l'utilisation de réseaux de neurones se généralise pour apporter des solutions à une myriade de problèmes. Par exemple, pour générer du texte ou pour reconnaître des images. Pour parler de ces recherches, je reçois aujourd'hui Kartik Alahari. Kartik Alahari, bonjour. Bonjour. Kartik Alahari, vous êtes chercheur au sein de l'équipe TOT du centre INRIA de l'Université Grenoble-Alpes et vous êtes le responsable du projet de l'Agence nationale de la recherche Avenue. Ce projet vise à permettre à des robots de comprendre l'espace qui les entoure de façon à ce qu'ils puissent s'y déplacer. On utilise pour cela des réseaux de neurones, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Donc ces réseaux de neurones, ils sont artificiels. Kartik Alahari, comment est-ce qu'on fabrique un réseau de neurones artificiel ? Alors, donc là, il faut décrire qu'est-ce qui est dans le réseau de neurones. L'idée, c'est de émuler ce qui existe déjà dans notre cerveau. On ne sait pas tout ce qui se passe exactement dans notre cerveau, mais on sait qu'il y a plusieurs nœuds ou des neurones qui sont interconnectés. Donc, on essaie de émuler ça en informatique. Et si on veut voir visuellement qu'est-ce que c'est un réseau de neurones, il y a des couches dans le réseau de neurones. Donc, il y a une entrée qui peut être notre image qu'on veut comprendre, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'image, ou si c'est une vidéo, qu'est-ce qui se passe tout au long de la vidéo. En sortie, on a notre réponse, par exemple pour décrire que, voyez, il y a tel objet, il y a telle voiture qui se déplace, et du coup, à l'intérieur, il y a des couches intermédiaires. Chaque couche a une entrée et une sortie, et dedans, il y a des paramètres qui vont prendre l'entrée et le transformer comme la sortie. Quelle est la différence entre un programme entre guillemets classique et un programme basé sur un réseau de neurones ? Dans les deux cas, il y a des instructions. Il y a des opérations en fait qu'on essaie de résoudre dans chacun des programmes. Dans le cas de réseau de neurones, les opérations sont très spécifiques. Il y a un certain type de calcul qu'on fait pour un réseau de neurones et pour un autre programme, on va faire d'autres types de calculs. C'est juste deux façons différentes de faire des calculs. Prenons un exemple d'apprentissage. Je veux prédire si une telle image décrit un chat ou un chien, par exemple. Donc ça, c'est mon entrée, une image qui contient des chats ou des chiens ou autre chose. Et comme sortie, je vais dire si c'est un chat ou un chien. On a une base de données, une base d'apprentissage de données avec des images. Chaque image est aussi étiquetée par une étiquette qui dit est-ce que ça contient un chat ou est-ce que ça contient un chien. On va prendre toutes ces images-là avec leur propre étiquette et on va utiliser cette base pour apprendre mon réseau. Ce qu'on fait, on passe une image comme entrée d'un réseau qui n'est peut-être au départ pas du tout appris. Donc il y a des paramètres qui sont initialisés un peu aléatoirement et on essaie de passer l'image une après l'autre et de prédire en fait la réponse. Au départ, le réseau va complètement planter. Il va nous donner des réponses qui ont rien à voir avec les images d'entrée parce qu'il n'a pas été appris. Par contre, ça c'est une prédiction. Et on utilise la prédiction et on compare la prédiction avec la vérité de terrain ou qu'est-ce qui contient vraiment dans l'image. Après, on trouve que voilà, il y a une différence entre la prédiction et le vrai étiquette en fait qui est pour cette image-là. On calcule cette différence et après on fait passer par une étape qui s'appelle rétropropagation pour mettre à jour tous les paramètres en fonction de la réponse. C'est des itérations. Je vais commencer par une initialisation. Ensuite, je vais regarder quelle est l'erreur qui est produite par ces valeurs de paramètres. Et puis, je vais mettre à jour ces paramètres en fonction d'une modulation d'erreur qui est commise. Donc ça, c'est une itération. Et après, je vais prendre un autre exemple. Je vais voir quelle est l'erreur qui est produite par les nouvelles valeurs de mes paramètres. Et après, ainsi de suite, je vais continuer ces étapes-là pour minimiser à la fin la différence entre la prédiction et la vérité de terrain. Une fois qu'on fait ça, avec plusieurs images, en fait c'est des milliers d'images qu'on a besoin en fonction de la taille du réseau de neurones, et on peut dire qu'après toutes ces étapes-là, le réseau est prêt à prédire. Les réseaux de neurones, on l'a dit, ils peuvent servir à beaucoup de choses très différentes, mais à la base, il s'agit du même réseau de neurones, et la seule différence, c'est la façon dont il a été entraîné. Pas tout à fait, parce qu'un réseau de neurones est beaucoup décrit par aussi la structure de réseau. En fonction de la complexité de problème qu'on veut résoudre, on va varier en fait la structure de réseau de neurones. Par exemple, ça peut être simplement le nombre de couches qui sont dans le réseau de neurones. Ça peut être aussi comment sont reliées ces couches dans le réseau de neurones. Ça va aussi changer en fait le nombre de paramètres qui sont dans le réseau de neurones. On peut avoir un réseau de neurones juste avec deux couches,
avec des centaines de paramètres. On peut avoir un réseau de neurones avec des milliers de couches, avec des milliards de paramètres dedans. Donc, c'est pas les mêmes réseaux de neurones dans les deux cas, mais on peut dire que c'est le même algorithme, en fait, d'apprentissage qu'on utilise dans tous les cas. C'est l'algorithme de rétropropagation. Donc, c'est pas les mêmes réseaux, c'est juste, en fait, l'apprentissage qui est, bon, il y a des nuances, des fines différences, mais en gros, c'est le même algorithme. Mais c'est juste que le réseau peut varier en fonction de problèmes qu'on veut attaquer. Et ces bases de données, d'où est-ce qu'elles viennent? L'existence de ces bases de données, je parle de monde visuel, de monde d'images et vidéos, c'est aussi une des grandes raisons pour l'explosion de réseaux de neurones qu'on voit actuellement. Parce que avant, on n'avait pas ces bases de données-là pour apprendre des modèles qui sont aussi grands. Du coup, ce sont produits par plusieurs acteurs, on va dire, des acteurs qui sont dans le monde académique, des acteurs privés, mais aussi à la base, pour vous donner un exemple, c'est la première base de données visuelle qui a été beaucoup utilisée dans le monde de réseaux de neurones, c'est la base de données ImageNet, qui contient des millions d'images. Ils ont collecté des images sur Internet. Et après, l'étape qui est aussi également importante, c'est de étiqueter ces images. Là, en fait, on crée une tâche. En regardant une image, on va simplement lister les objets qui sont présents dans l'image. Donc ça, c'est la tâche que quelqu'un va accomplir. Là, on va mettre cette tâche sur une plateforme. Et après, on peut voir tout le monde dans le monde qui peuvent aller étiqueter ces images-là. Donc, ils sont payés très peu, quelques centimes par image au max. Et après, il y a des phases de vérification. L'idée, c'est de classifier une image en tant que, voilà, décrivez-moi toutes les classes qui sont présentes dans telle image. C'est-à-dire les objets, par exemple, un chat, un chien, une personne, une voiture. Ça, c'est très dépendant, on va dire, de l'application. Si c'est une application pour les voitures autonomes, là, les classes vont plutôt être décrites sur les scènes qu'on voit à l'extérieur, sur les routes, donc plutôt des arbres, des humains, des piétons, des cyclistes, etc. Et donc, dans le cadre de l'ANR Avenue, on cherche à réaliser un réseau de neurones qui soit capable de comprendre une scène. Absolument. On sait, quand on regarde une scène, il y a une table, je peux pas passer à travers, je fais le tour de table, et donc pareil, est-ce que les agents peuvent apprendre ça automatiquement? Un exemple, c'était de calculer, en fait, la profondeur dans la scène. On a une vidéo, là c'est un exemple qui peut être utilisé dans les voitures autonomes, où on veut dire, voilà, je vois cette vidéo qui a été capturée devant la voiture, là je veux bien estimer, en fait, quelle est la profondeur de chaque objet que je vois dans la scène. L'entrée ici, c'est une vidéo. Et ensuite, la sortie, c'est de donner une valeur pour chaque pixel dans la vidéo en disant, voilà, ça, c'est la distance entre la voiture et l'objet que je vois à tel endroit dans cette vidéo. Pour faire ça, il faut des données qui sont étiquetées. Il nous faut beaucoup de données en général et avec des sorties comme les profondeurs ou valeurs de profondeur pour chacun des pixels dans la vidéo. C'est très difficile. Parce que pour créer ces bases de données, on peut pas mettre tous les capteurs de profondeur parce que ça coûte très cher d'avoir ces outils-là et de capturer ces données-là. Ça va être un peu le thème qui est tout au long du projet, d'utiliser en fait des étiquettes qui sont moins coûteux. Par exemple, il y a des lidars qui peuvent nous donner des indices en fait sur la distance entre la voiture et des objets qui sont devant. Qu'est-ce que c'est un lidar? Un lidar, c'est un capteur qui capture l'information de distance. Ça projette des lasers dans l'espace pour dire voici la distance entre la voiture et où s'est arrêté mon laser. Ces lidars de 64 couches peuvent être très onéreux au niveau du coût, mais il y a des lidars qui sont par exemple pas très denses, qui coûtent moins cher pour faire des prédictions, pas partout dans la scène, mais dans quelques endroits. Donc ça va apparaître en fait dans les données comme 4 lignes où on a des estimations de profondeur. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces lidars à faible couche qui sont peu coûteux pour étiqueter les bases de données plutôt que de demander à des gens de regarder ces vidéos et de donner l'estimation de profondeur à chaque fois. Absolument. On va créer des données et des étiquettes avec ces capteurs, mais ça va pas être parfait. On a des étiquettes qui sont pas partout, c'est pas dans toutes les images, c'est pas tous les endroits dans l'image. Et du coup, comment apprendre maintenant les mêmes réseaux de neurones qui ont besoin de beaucoup de données étiquetées? Est-ce qu'on peut transformer ces besoins vers des données qui sont pas étiquetées partout, qui sont pas parfaits non plus? Ça, c'était une des approches qu'on avait proposées dans ce projet ANR. Kartik Kalahari, vous êtes le responsable du projet de l'Agence nationale de recherche Avenue.
Ces projets, ils ont une durée de vie de 4 ans. Celui-là est déjà arrivé à son terme. La question est donc, est-ce que vous avez réussi à produire des réseaux de neurones qui sont capables d'estimer les distances et les profondeurs? Je dirais pas qu'on a réussi à 100%, mais on a beaucoup avancé, on a fait un pas vers ces résultats-là. Par exemple, pour l'estimation de profondeur, on est passé des lidars de 64 couches, qui sont des lidars très très onéreux, vers des lidars de 4 couches. Mais est-ce qu'on a un résultat qui est à 100% fiable? Non, pas tout le temps. Mais on a déjà réduit la nécessité d'avoir un lidar qui est à 64 couches. Si on a plus, entre 4 et 64, le résultat va améliorer et du coup, c'est pas à 100% avec 4 couches. On assiste presque à une course à la performance entre les différents grands acteurs des intelligences artificielles. Où est-ce que vous vous placez au sein de cette course? Est-ce que vous en faites partie? Ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez à résoudre d'autres problèmes, d'autres façons? Alors, je pense que tout le monde qui fait l'intelligence artificielle est dans la course. Après, on peut attaquer le problème différemment aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder dans le monde académique. Si on prend un gros modèle avec plusieurs milliards de paramètres, nous, on n'a pas de ressources, en fait, pour faire tourner ces modèles. Par contre, il y a beaucoup d'autres problèmes qui nous intéressent. Par exemple, utiliser un gros modèle, est-ce qu'on peut le simplifier vers un modèle qui est un peu plus petit, mais qui est aussi performant? On cherche pas à être à 100%, mais quelque chose qui est fiable et à un coût qui est beaucoup réduit. On l'a dit au début de ce podcast, les réseaux de neurones peuvent être utilisés pour une grande variété de choses. On peut s'en servir pour produire du texte, on peut s'en servir, comme vous l'avez fait, pour analyser des images et en déduire une perception de l'espace. Est-ce que bientôt, une intelligence artificielle pourra produire des podcasts pour Interstice.info? C'est très intéressant comme but. Si on a suffisamment de données, par exemple, je pense que pour ce podcast, vous avez regardé les travaux de ce ANR Avenue. Donc, on peut imaginer un réseau de neurones qui peut regarder tous ces travaux-là et de générer des questions qui sont intéressantes pour discuter. Après, est-ce que le réseau va être aussi capable d'intervenir et de changer, de s'adapter avec des nouvelles questions? Ça, c'est à voir, mais c'est pas impossible. Et pour la recherche? Ça a déjà un impact sur la façon de faire la recherche. Pour trouver la bibliographie, peut-être pour résumer des articles, il y a des outils qu'on va passer. Alors, ça pose pas encore les questions, je dis bien encore, parce que ça peut évoluer. Ça pose pas des questions que nous, on pose en tant que de chercheurs et chercheuses dans le domaine. Je vois ça plutôt comme un outil que quelque chose qui va nous remplacer. Mais quelle est la prochaine question de recherche à explorer? Même nous, on sait pas. Est-ce qu'un réseau va être capable de dire? Peut-être il va nous donner des suggestions. Est-ce que ces suggestions-là vont être mieux que ce que nous on peut faire? Ça c'est à voir. En fait, pour un réseau, tout dépend de ce qui a été fourni comme entrée, comme base de données d'entraînement. Donc, pour un nouveau domaine de recherche, il n'y aura pas suffisamment de données. Donc, il nous faut des chercheurs et des chercheuses qui explorent ces questions-là. Eh bien, en attendant, nous allons arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Kartik Kalahari, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir m'invité. Et à bientôt sur Interstice. À bientôt, au revoir. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.